tous. Merci d'être venus pour la conférence « Elles ont réussi dans le e-marketing ». On va avoir quelques petites minutes de retard, comme vous l'avez constaté. Et ce qu'on vous propose, en attendant que l'animateur de la conférence arrive, c'est déjà de commencer à nous présenter. Et si vous avez des questions pour le début de la conférence, allons-y comme ça. Ça vous va ? Voilà. C'est parti. C'est parti. Oui, Stéphanie, je te propose, tu veux commencer ? Alors, je commence. Bonjour à tous. On est désolé pour le retard. On ne pourra pas dire que c'est la ponctualité qui nous a permis de réussir dans le marketing. Donc, ça comme ça, celui-ci, c'est fait. On est vraiment navré, mais en tout cas, on va essayer de faire ça de manière le plus naturelle possible en l'absence de notre orateur principal, Hervé Bloch, qui devrait arriver d'ici quelques minutes. Donc, moi, je me présente. Je suis Jessica Delpirou. Je suis directrice de Mythique pour la France. Et je suis chez Mythique depuis maintenant 3 ans. J'ai un parcours en fait marketing, essentiellement marketing et direction de business unit. Voilà, je vous expliquerai un petit peu plus en détail ce titre bien ambitieux de pourquoi la réussite dans le e-marketing pour une femme. En tout cas, voilà, j'essaierai de vous détailler ce qui me paraît important, moins important, et surtout de casser un certain nombre d'idées reçues sur les femmes dans le e-marketing. Je vois qu'il y a une belle audience de femmes et je vois aussi qu'il y a des hommes. Donc, bravo à vous d'avoir osé venir dans la salle de femmes. Bravo. Et donc, tout de suite, est-ce que tu pourrais nous dire si tu as toujours été dans le e-marketing dans ta carrière ou à quel moment c'est intervenu ? Alors, moi, j'ai commencé... Merci pour la question. Donc, moi, j'ai commencé ma carrière, en fait, dans les télécoms, ce qui étant à la fois éloigné du e-marketing d'une certaine manière, parce que je n'étais pas ni chez un pure player, ni dans une boîte digitale à proprement parler. Et en même temps, l'attrait en fait pour moi de rentrer dans cet univers-là était lié au fait que les acteurs des télécommunications étaient très en avance sur des outils qui m'ont amené au e-marketing, puisque le contact avec le client était un contact direct essentiellement par le mobile. Donc ils étaient très en avance de phase sur beaucoup d'éléments du e-marketing et notamment de toute la partie CRM, ICRM. Donc c'est quelque chose sur lequel j'ai commencé à travailler, qui m'a plu et qui m'a orienté, j'allais dire très naturellement, vers des sociétés où le contact avec le client était un contact direct et donc forcément e-marketing. Donc c'est pour ça que suite à ça, ensuite je suis rentrée dans des entreprises beaucoup plus orientées digitales, du type ING Direct, où j'ai fait une partie de ma carrière et en fait où j'ai occupé des postes de marketing puis de responsable de business unit. Et ensuite PayPal, qui est une entreprise à proprement parler très très e-marketing. Merci beaucoup. Donc bonjour Aline. Si tu peux bonjour Jessica. Voilà. Si tu peux te présenter ce que tu fais et comment tu as atterri, à quel moment dans le e-marketing ? Alors, moi, je suis directrice générale de Miliboo.com. Donc, Miliboo, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc nous sommes pure player de vente de mobilier sur Internet, avec la particularité de la maîtrise de l'ensemble de la chaîne, donc de la conception même du produit, en passant par sa fabrication, sa logistique, donc jusqu'à la livraison. Et nous sommes un pure player qui vient vers le physique, puisque nous avons ouvert une boutique en fin d'année 2014 qui vient justement réconcilier le web et le monde virtuel et le monde réel en quelque sorte. Donc ça, je vous en parlerai un peu plus tard lorsqu'Hervé sera parmi nous. Et comment je suis venue au marketing ? Alors moi, c'est vraiment pas du tout une formation que j'ai initiale de départ, c'est plus une affinité et pour la petite histoire, la première entreprise que j'ai créée avec mon associé en 97, c'était vraiment les prémices d'Internet, le tout début d'Internet avec les modems et les numéros de téléphone qu'on composait pour pouvoir se connecter. Et donc il fallait développer justement les premiers sites web, les premiers sites e-commerce et arriver à faire en sorte que les clients puissent se démarquer parmi les sites qui étaient en train de naître de toutes parts. Et du coup, moi, j'ai vraiment appris le e-marketing sur le terrain
Donc c'est une passion au départ et c'est un apprentissage terrain, ni plus ni moins. Donc pour faire du marketing, il faut déjà effectivement en avoir envie et avoir cette affinité avec le client et cette envie de le satisfaire. Ça, c'est un point qui pour moi est important. Stéphanie, je te renvoie la question. Et toi, alors, qu'est-ce qui t'a amené au e-marketing ? Alors, donc, Stéphanie Pellapra, je dirige une entreprise qui s'appelle Restopolitan. On est émetteur d'une carte de réduction dans les restaurants, une carte de membre qui donne accès à un repas offert directement déduit de chaque édition dans un peu plus de 2000 restaurants en France. Et le service est couplé à une conciergerie de réservation qui est joignable 7 jours sur 7 jusqu'à 22h. Donc nos membres ont la possibilité de réserver en ligne ou par téléphone. Et notre conciergerie se charge de confirmer les réservations, de proposer d'autres restaurants quand le restaurant est complet, etc., etc. Et donc aujourd'hui, on est une petite équipe. On est basé en France et en Espagne. 45 personnes. Et donc voilà. Et alors, ce qui m'a amené dans le e-marketing, pour être transparente, c'est ce qu'on appelle en interne la théorie du BSP, à savoir le bon sens paysan. Et au final, c'est ce qu'on appelle chez nous réellement le marketing, c'est tout simplement réussir à développer une culture de l'excellence autour du service client et autour de l'expérience client. Donc toute l'innovation qu'on a pu créer en lançant ce produit, l'entreprise existe depuis un peu plus de 8 ans, la carte de membre a été lancée il y a 3 ans, et tout ce qu'on a pu lancer autour du marketing et du e-marketing a toujours été orienté sur l'expérience que nos membres pouvaient vivre, l'expérience que nos restaurateurs partenaires pouvaient avoir, et c'est ce qui finalement nous a toujours drivé. Et donc l'affinité que moi personnellement j'avais par rapport au e-marketing, c'était simplement du bon sens par rapport à ce que moi en tant que cliente j'aurais pu aimer. Je fais une petite parenthèse, je crois que vous avez la possibilité d'envoyer vos questions en même temps, qui vont apparaître sur ce petit écran. Voilà. Hops. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer. Moi, j'aurais aimé nous poser la question suivante, en fait, parce que depuis le temps que je travaille dans le e-marketing, j'ai constaté que c'était quand même un milieu où il y avait beaucoup d'hommes. L'année dernière, sur une table ronde à peu près identique, il n'y avait que des hommes. Dans beaucoup de conférences, on voit beaucoup d'hommes. Est-ce que selon vous, c'est propre au e-marketing, et si oui, pourquoi ? Et comment les femmes peuvent-elles réussir, du coup, qui est le sujet de notre table ronde, dans le e-marketing, dans un contexte comme celui-ci ? Alors, pour ma part, je dirais qu'un des facteurs clés, entre guillemets, de succès pour une femme dans le e-marketing, c'est la brique émotionnelle qu'elle peut apporter de manière peut-être plus intuitive. Alors j'y vais avec beaucoup de peut-être, sans doute, etc. pour froisser personne, et surtout pas ces messieurs présents dans la salle. Mais je pense qu'en tant que femme, on apporte de manière assez intuitive dès le départ l'émotion et le service, parce que c'est dans notre... C'est presque dans notre ADN. Donc je pense que c'est vraiment un des petits plus qu'une femme peut apporter. Après, on essaye, c'est vrai, de ne pas avoir de discours trop féministe, en tout cas pour ma part, et de réussir à être dans une mixité, une parité, que ce soit au sein de l'entreprise. Il y a une parité chez toi en termes hommes-femmes dans les fonctions marketing ? Alors, de manière générale, on essaie de la voir. Dans les fonctions marketing, oui, parce que je pense que le sexe féminin et le sexe masculin sont assez complémentaires, et a fortiori dans le marketing. En revanche, par exemple, dans une équipe de dev, là, pour le coup, c'est à 95% masculin. Mais dans le marketing, on essaie en effet d'avoir une certaine parité. Et pour vous ? Alors nous, on essaye également d'avoir une parité, sauf qu'on a le problème inverse, c'est qu'on a beaucoup plus de femmes que d'hommes. On a plus de mal à recruter des hommes que des femmes. Donc pour la petite histoire, on est 70% de femmes et 30% d'hommes, mais c'est pas du sexisme du tout envers les hommes. C'est juste que effectivement, ça s'est fait comme ça, et je pense que Stéphanie a raison. Les femmes ont une sensibilité que parfois les hommes n'ont pas, et qui peut-être a joué en leur faveur chez nous en tout cas. Et toi, pour ta part, chez Mythique ? Alors, moi, pour ma part, il y a aussi plutôt, en fonction des départements, plus de femmes ou plus d'hommes, des départements DSI, évidemment, essentiellement masculins, et des départements marketing beaucoup plus féminins. Mais ce qui est important, et là je parlais de casser des idées préconçues tout à l'heure, c'est qu'on a tendance à penser que le e-marketing, c'est un métier où la technique est importante, et parce que la technique est importante,
parce qu'il faut comprendre comment marche Internet, être un tout petit peu geek éventuellement, etc. Ça fait en fonction de là où vous bossez. Mais, et que du coup, c'est des fonctions réservées à des hommes. En tout cas, c'est probablement comme ça qu'il y a eu au départ un peu plus d'hommes dans ce secteur-là, à mon sens. En tout cas, c'est ma vision. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est pas, il y a rien d'impossible, il y a rien d'infaisable. C'est vraiment, voilà, il faut pas être averse au digital et donc aux techniques du digital. Mais mis à part ça, je pense pas du tout que ce soit des fonctions réservées spécifiquement à des hommes. Et sur ce bon mot, on accueille un homme, Hervé. Voilà. Alors, une chose est sûre, le retard est masculin, la ponctualité est féminine. Donc c'est l'exception qui confirme la règle aujourd'hui, on va dire. Donc on a, pour voilà, alors remettre Stéphanie, un petit peu... co-animatrice, quel est le feedback? Tu as 1 minute pour me faire un feedback de ces 15 premières minutes. Alors le feedback, on s'est présenté toutes les trois. On a expliqué aussi ce qu'était pour nous le e-marketing et comment on avait atterri finalement dans le e-marketing. On allait justement relancer notre audience sur le fait qu'elle pouvait poser ces questions. Donc je crois que ça apparaît sur vos écrans. C'est par SMS au 06 06 88 44 00 ou sur Twitter #EMP 2015. Et donc j'ai suivi une formation avec Nikos Aliagas, comme vous pouvez le constater. Voilà. Mais tu ne tweets pas encore en direct. Alors, moi je suis un homme, donc je n'ai pas forcément réussi en tant que femme. Et effectivement, le but du jeu, il y avait 2 aspects, la réussite et la réussite féminine. Alors, je voudrais d'abord qu'on évoque vos réussites individuelles et ensuite qu'on comprend en quoi le fait que vous soyez une femme vous fait, je dirais, douter ou au contraire vous donne la conviction de cette réussite ou de l'association de votre féminité et de votre réussite. Aline. Merci Hervé. Donc, le fait d'être une femme, Stéphanie en a effectivement déjà bien parlé tout à l'heure et je la rejoins, je suis très d'accord avec elle. C'est sur ce côté sensibilité et sixième sens. Parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi le sixième sens que nous, on peut avoir en tant que femme, qui va vraiment venir jouer un rôle et qui va nous faire penser à des choses qu'un homme n'aura peut-être pas pensé, parce que c'est typiquement féminin, tout simplement. Et je dirais que... Un des facteurs clés de succès pour toi ? Pour moi, un des facteurs clés de succès, c'est vraiment ce que j'ai développé en termes de e-marketing dans mon expertise professionnelle. Est-ce que, du coup, tes employés sont plutôt féminins ou, je dirais, il n'y a pas vraiment de différence Déjà vu. Autre question. Le feedback. Non, alors, on a exprimé donc on disait que ça dépendait surtout des départements, qu'il y avait en fonction des départements de nos entreprises parfois plus d'hommes, parfois plus de femmes. J'évoquais le fait que le e-marketing avait un aspect technique qui pouvait effrayer peut-être certaines femmes, ou en tout cas probablement au démarrage avait pu faire une balance un peu différente entre les femmes et les hommes, et qui à mon sens était un non-sens, c'est-à-dire qu'en tout cas il n'y a pas de raison qu'une femme ne puisse pas aborder de la même manière ces aspects techniques qu'un homme. En tout cas, c'est une de mes grandes convictions. Et donc voilà, donc je pense que le facteur clé de réussite d'une femme, alors je vais utiliser un truc très mythique dans le e-marketing pour moi, je vais parler de ma pub, mais c'est pas grave, c'est de venir de manière naturelle, c'est-à-dire avec ses propres atouts et ses propres limites qui ne sont pas forcément celles d'être une femme ou un homme, mais surtout de s'appuyer sur ses qualités. Alors si c'est l'intuition qui est probablement un peu plus présente chez les femmes, et encore, je ne sais pas, mais en tout cas, tant mieux et poussons l'intuition. Mais il y a aussi des femmes, encore une fois, qui sont... je connais des femmes qui font du webmastering, qui sont des geeks absolus, qui maîtrisent les technologies mobiles mieux que personne. Donc voilà, c'est pas fermé. Et je pense que si, en tout cas, moi, je voudrais vraiment passer ce message haut et fort, parce que je pense que c'est vraiment important. Je disais hier qu'il y avait une initiative, je ne sais plus dans quel collège, mais justement pour casser ces idées reçues sur les métiers masculins ou féminins. Et donc, encore une fois, le e-marketing, c'est un métier totalement universel.
Et Stéphanie? Un des facteurs clés de succès, alors un des facteurs clés de réussite d'abord, et après on viendra dans un second temps en tant que femme, un des facteurs clés de réussite, je pense que c'est un petit peu ce dont je parlais au début, c'est juste le bon sens. Et c'est la première définition du marketing, c'est le bon sens. Finalement, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est ouvert tant aux hommes qu'aux femmes et que c'est pas un métier qui doit être sexiste, bien au contraire. Ce qui fait qu'on peut réussir dans le e-marketing, c'est de se placer à la place de se mettre à la place de son client et de se dire comment moi j'aimerais vivre mon expérience. Et voilà, ça c'est à partir du moment où on arrive à se mettre à 100% en tant que client, je pense que l'histoire est gagnée parce qu'on a tous cette exigence et l'exigence qu'on va avoir vis-à-vis de soi-même et qu'après on transposera sur ses équipes pour réussir dans ce département-là, elle est fondamentale. Après, un des facteurs clés de succès, je pense, en tant que femme, c'est assez difficile. C'est vrai qu'on peut avoir la chance, potentiellement d'avoir une certaine visibilité, ce qui a pu jouer parce que c'est toujours un fort message de pouvoir mettre des femmes en avant et ça peut réveiller des inhibitions chez certaines qui peuvent être plus timides. Facteur clé de succès différenciant pour une femme, je ne suis pas sûre finalement réellement qu'il y en ait. Alors, vous êtes dans des secteurs où la femme est plutôt prescriptrice, notamment dans la déco. Est-ce que c'est utile aussi de réagir en tant que femme pour des clientèles femmes, ou est-ce qu'on casse des mythes et finalement autant d'hommes peuvent acheter de la déco chez Miliboo que de femmes? Alors clairement, aujourd'hui sur Miliboo, autant d'hommes que de femmes achètent de la déco. On a à peu près, c'est assez impressionnant d'ailleurs parce qu'on a 50% d'hommes, 50% de femmes parmi nos acheteurs. Donc c'est assez atypique aussi. Alors ça vient peut-être après également du choix de nos produits et puis de la façon dont on s'adresse à nos clients, puisqu'effectivement on ne va pas s'adresser spécialement comme si on ne parlait qu'à une femme ou qu'à un homme, mais on va essayer toujours d'avoir un discours qui soit, je dirais, universel entre les deux, bien qu'après, bien sûr, en fonction du type de produit, on va pouvoir aussi adresser des messages spécialement aux femmes ou une coiffeuse. C'est sûr que là, ça va plutôt être un message spécialisé tourné vers les femmes et un fauteuil de bureau président, ça va plutôt être vers Hervé qu'on diffusera le message, ça c'est certain. Et en plus, donc tu sais bien qu'une partie de mes meubles proviennent de chez Miliboo, des meubles professionnels. Alors justement, Jessica, chez Mythique, il y a toujours eu une culture chez Mythique d'adresser plutôt un marketing féminin pour justement attirer les femmes et les hommes, parce que par essence et par définition, les hommes, ils sont là sur les sites de rencontres. Donc est-ce que tu peux nous donner aussi ce témoignage-là? Parce que le gender marketing, on n'en parle pas forcément. Et c'est vrai que des Harley-Davidson, par exemple, doivent vendre des motos à des femmes. C'est pas évident. Alors comment on fait pour draguer les femmes quand on est un site de rencontre? Et comment une femme arrive en tant que directrice France à justement séduire et attirer les femmes qui iront sur ces sites? Alors, je crois que c'est très vrai ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on a vraiment besoin, nous, chez Mythique, par l'essence même de notre métier, d'avoir autant de femmes que d'hommes. On ne peut pas se permettre, je pense que c'est assez évident, d'avoir un site avec uniquement des hommes. Les hommes viennent plus naturellement au site de rencontre. Je ne vous détaillerai pas toutes les raisons pour lesquelles c'est le cas, mais c'est le cas. Les femmes ont une barrière plus forte. Et alors, est-ce que c'est une barrière? Je pense qu'en effet, là, on peut parler d'un côté un peu plus psychologique, mais est-ce que c'est une barrière liée à la gêne de se mettre sur un site de rencontre? Est-ce que c'est une barrière liée à... Et Anne-Sophie qui nous rejoint, bienvenue. Anne-Sophie, bah, tu es en retard, Anne-Sophie, c'est pas normal d'être en retard comme ça. Je suis arrivé il y a 5 minutes. Et en tout cas, c'est hyper important d'arriver à attirer les femmes. Donc comment on fait? Nous, on essaye d'être beaucoup plus dans l'explication vis-à-vis des femmes. Les femmes, elles ont besoin, alors je vais vous faire une lapalissade, quelque chose d'assez classique, mais les femmes, elles ont besoin qu'on leur parle.
Et donc généralement, on a tendance à orienter nos campagnes télé de manière beaucoup plus forte sur les femmes, avec beaucoup plus de voix, beaucoup plus d'images et beaucoup plus d'explications sur ce que c'est qu'un site de rencontre, sur qui on est et sur pourquoi il faut nous choisir. Donc ça, c'est le premier point. Donc on a tendance à plus parler et à plus expliquer. Le deuxième point, c'est qu'on est aussi dans un discours qui est extrêmement déculpabilisant. Donc là encore, aspect psychologique, les femmes ont tendance à être se sentir un peu plus coupables d'aller sur un site de rencontre. Donc c'est pour ça qu'on a choisi, nous, en message et en plateforme de marque, quelque chose de très déculpabilisant en disant « Love your imperfection ». Donc venez, en gros, venez comme vous êtes, de manière naturelle. Si vous n'aimez pas vos imperfections, quelqu'un les aimera pour vous. Et ça... c'est un message universel évidemment, mais au-delà d'être un message universel, c'est un message qui touche particulièrement une cible féminine. Donc voilà, c'est ça qu'on essaye de faire. Alors ensuite, est-ce que c'est un atout d'avoir une femme derrière pour gérer cette barque-là? J'en sais rien. En relation presse, oui, fortement, ça c'est clair, parce que c'est plus facile pour une femme de lire des verbatims de femmes ou des choses comme ça. Mais globalement, oui, on a une stratégie marketing, e-marketing très ciblée sur les femmes. Merci Jessica. Alors Anne-Sophie, donc tu travailles chez Airbnb. Quelle est cette réussite fulgurante Airbnb? Pourquoi toi tu t'es inscrit dans cette réussite, sachant que tu venais pas du tout de cet univers? Et en quoi le fait, je rattrape toutes les questions puisque tu as du retard, et en quoi le fait d'être une femme t'a permis de réussir plus qu'un homme? Alors moi déjà j'ai toujours été passionnée par tout ce qui est innovation, par tout ce qui est technologie, par tout ce qui va vite. J'ai été dans le mobile déjà il y a 10 ans vraiment par choix. Parce que c'est vrai que quand on est dans des secteurs qui se développent, on est très aussi dans l'intra-entrepreneuriat et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, dans lequel on peut innover, dans lequel on peut créer. Et puis voilà, après 10 ans, ça m'intéressait donc de rejoindre cette très belle, j'ai envie de dire start-up, mais c'est plus vraiment le mot, donc Airbnb. Voilà, donc Airbnb qui a été créé en 2008. Qui a déjà consommé ou utilisé du Airbnb dans cette salle? Je suis sûre que si je pose la même question, il n'y a personne qui va lever la main. Qui a déjà utilisé un jour dans sa vie, avant d'être en couple, Mythique? Ou un autre type de rencontre. Voilà, il y a des gens qui s'accusent. Bravo, félicitations. Et qui a déjà acheté de la déco en ligne, de la décoration, de l'ameublement? Et chez Miliboo, oula, il y a donc il y a du potentiel, il y a du potentiel. Il va falloir remonter le score. Et qui a déjà consommé un service en ligne pour réserver un restaurant? Bon, très bien. Bon, ben voilà, on a des consommateurs actifs. Alors, Anne-Sophie, donc la réussite d'Airbnb, c'est extraordinaire. Je crois que j'ai lu récemment que c'était le site qui avait le plus de chambres à disposition dans le monde, et pour autant, la société ne détenait aucune chambre en propriété. Et ça va pour Facebook, qui est le plus gros site de contenu au monde, alors qu'il n'écrit aucun contenu. Et c'était qui les deux autres sociétés Oui, il y avait comme exemple, il y avait aussi Uber, l'exemple d'Uber. Uber, effectivement, qui est la plus grosse compagnie de taxi, qui ne détient aucun taxi. Et le quatrième? Il y en a plusieurs, il y en a plusieurs, mais c'est le principe de la marketplace. C'est vrai que c'est un principe qui se développe beaucoup, donc c'est vraiment le principe du peer-to-peer, dont on va mettre en relation des utilisateurs avec d'autres utilisateurs, tout simplement. Et alors donc, est-ce que le marketing chez Airbnb est un marketing sans sexe, féminin, masculin? Et est-ce que toi, en tant que femme, tu peux donner... je dirais, tes aptitudes particulières en tant que femme? Ou finalement, t'es juste une professionnelle avant d'être une femme? Je suis d'abord une professionnelle, j'ai envie de dire, avant d'être une femme. Non, c'est vrai que j'aime pas trop faire cette distinction, mais les caractéristiques qu'on peut avoir homme-femme, c'est vrai que souvent les femmes, on va les attribuer à des rôles de marketing, à des rôles de RH, et c'est vrai que ça va être plus difficile pour nous à accéder à des rôles de direction générale. Donc voilà, c'est très bien. On a Jessica qui est ici, qui nous prouve. Voilà. On a 3 directrices générales, une directrice marketing. 3 directrices générales. Et non, voilà, encore une fois, être chez Airbnb, voilà, c'est l'intrapreneuriat, là, c'est pouvoir créer des choses.
Et ça passe aussi en effet par créer des choses dans le marketing. Donc après, je peux développer si tu veux. Donc c'est pas la femme qui est en toi, c'est le choix de carrière déjà, de se mettre dans le mobile il y a 10 ans quand c'était vraiment les débuts et que ça allait accélérer. Et puis au bout de 10 ans, là où on arrive à une certaine maturité, aller dans un secteur qui repart encore dans des logiques d'hypercroissance. Ouais. Qui est en train de se développer, qui se développe fortement. Donc c'est le web. Donc c'est un secteur en effet qui est vraiment intéressant parce que par rapport à la téléphonie dans laquelle j'étais, on va pouvoir beaucoup plus mesurer. Avant je faisais du B2B2C, aujourd'hui c'est du C2C. Chaque action marketing en effet va pouvoir être mesurée. On est beaucoup plus dans le ROI, dans l'efficacité, dans la performance. D'accord, merci. Alors Stéphanie, j'ai un scoop. Stéphanie est une jeune maman. C'est une chef d'entreprise et une jeune maman. Comme quoi, on peut faire les deux. Bravo Stéphanie. On peut applaudir Stéphanie pour la naissance de son enfant. Alors, parce que c'est la grande question qu'on peut se poser, est-ce que le fait d'être une femme et avoir une carrière et des ambitions et des postes à haute responsabilité, est-ce que ça vous empêche d'être une femme? Est-ce que ça vous empêche d'être une mère? Ou, encore une fois, ce sont des clichés d'hommes et qu'on peut tout à fait gérer l'ensemble de ses vies avec un équilibre serein? Merci Hervé. Alors donc en effet, j'ai un petit bébé de 3 mois, donc c'est tout récent. Je pense que clairement, à partir du moment où on s'affranchit de certaines barrières et de certains préjugés, clairement la vie professionnelle et la vie familiale, surtout quand elle est en pleine construction, sont largement conciliables. C'est même pas une option d'ailleurs que ça se passe autrement. Pour moi, c'était pas une option d'arrêter de travailler, c'était pas une option de mettre entre parenthèses ni ma vie en tant que mère et non plus ma vie professionnelle. Après, je pense que c'est une question d'organisation parce qu'en effet, culturellement, on attend de la femme qu'elle gère le foyer, qu'elle élève ses enfants. C'est assez culturel. Mercedes Serra est un bon contre-exemple de ça parce que c'est son époux qui reste à la maison pour s'occuper de ses enfants. Mais en tout cas, voilà, il y a pas mal d'attentes qui qui sont sur les épaules d'une femme. Et il y a cette envie de perfection qui peut pousser certaines fois à la culpabilité en tant que femme. Donc c'est réussir à gérer ça et à s'affranchir justement, comme je le disais tout à l'heure, de tous ces préjugés. Et c'est une question d'organisation. Voilà, savoir s'organiser entre chez soi, au bureau. Après, par exemple, en ce moment, dans notre équipe, on a 2 femmes qui sont enceintes, qui vont partir. Alors, sur une petite équipe de 40 personnes, mine de rien, c'est 2 personnes clés qui vont pas tarder à partir en congé maternité. Et en fait, d'elles-mêmes, elles n'ont pas du tout envie de décrocher pendant 3 mois. Elles ont envie de continuer à suivre ce qui se passe, surtout dans les petites structures comme la nôtre, où finalement l'espace-temps, 1 mois équivaut à 1 année et 1 semaine équivaut à 1 mois. Dans des startups comme les nôtres où tout bouge hyper vite, elles n'ont aucune envie de décrocher. Donc je pense que maintenant, on est dans un monde où le fait d'être une femme, justement, et de concilier vie professionnelle et vie familiale, c'est plus un sujet, et en tout cas, ça ne doit pas l'être. Donc c'est vrai que je peux avoir plaisir à témoigner sur ça, dans le sens où ça m'a certainement pas bloqué ni d'un côté ni de l'autre. Aline, est-ce que tu peux nous faire un témoignage sur le sujet? Oui, de la même manière, effectivement, c'est une question d'organisation. Moi, j'ai 2 enfants, une très grande, un plus petit. Il a bien fallu concilier les deux, et s'organiser en fonction. Et au final, c'est pas un mal, au contraire. Enfin, c'est un bien. C'est un bien dans le sens où le fait de devoir concilier vie familiale et vie professionnelle, ça oblige d'une part à déjà mieux s'organiser, et surtout, ça nous permet de prendre du recul parce que on n'est plus tout le temps la tête dans notre travail. Enfin, surtout quand on crée une entreprise et qu'on gère une entreprise, on est forcément à 200% pour son entreprise. Et le fait d'avoir des enfants à côté, ça aide justement à souffler un petit peu, à faire autre chose, à prendre du recul et à avoir aussi du coup d'autres idées, bien sûr. Ça évite le burn-out, à se concentrer 150% sur son travail et peut-être rien à voir à côté. Exactement.
Jessica, un témoignage là-dessus. Alors, moi, j'ai aussi deux grands garçons, deux grands, 12-9 ans. Alors après, pour certains, ils sont petits, pour d'autres, ils sont grands. Et je crois que ça a toujours, en tout cas, je l'ai toujours perçu comme tu disais, une grande force et non pas, aucunement un problème, mais toujours une force. Et voilà, donc moi, j'ai pris mes congés parentaux, pas de congés parentaux, quoi, mes congés maternité minimum, voilà. Mais je me suis toujours organisée, par contre, pour pouvoir être là dans les moments importants. Aujourd'hui, ils sont plus grands, c'est plus facile, mais je suis totalement d'accord sur la notion de prise de recul que ça permet d'avoir, ce qui est super important quand on commence à toucher des niveaux de management, de direction, middle management ou top management. Extrêmement important pour garder la tête froide et prendre du recul et du coup mieux voir ce qui va se passer et anticiper. Aussi sur l'organisation, clairement. Donc voilà, et aujourd'hui c'est mes plus grands supporters. Donc à partir de là, voilà, je pense que non, aucun problème de mener une vie familiale et une vie professionnelle à partir du moment où c'est un choix et qu'on l'assume pleinement. Je pense qu'il faut l'assumer par contre. Alors, elles ont réussi dans le e-marketing. Je voudrais que chacune d'entre vous, vous me donniez votre plus belle réussite e-marketing. Peut-être, Jessica, tu peux nous parler effectivement du positionnement de Mythique. Peut-être, Aline, les outils que tu donnes aux internautes pour avoir des idées de consommation. Peut-être, Stéphanie, le pivot que tu as entrepris. Et puis, Anne-Sophie, quelques clés de réussite chez Airbnb. Merci Hervé. Donc, au niveau de Miliboo, on joue énormément sur la personnalisation de l'offre qu'on va proposer à notre client en fonction de sa navigation, de ce qu'il aura visité auparavant avant de venir chez Miliboo et de son comportement sur le site et ce qu'il aura aimé et vu sur le site. En fonction de tout ça, on va pouvoir lui proposer des choses et cibler le mieux possible son besoin et son attente. Donc ça, c'est un élément qu'on fait à travers le site, mais c'est aussi quelque chose qui maintenant va beaucoup plus loin que ça, et c'est là où ça devient intéressant, et c'est là où pour nous c'est vraiment une réussite, c'est d'avoir concilié le parcours du client sur le site avec le parcours du client en réel, dans notre boutique, puisque à présent, grâce à des technologies que nous avons mis en place sur la base du NFC, alors je ne vais pas vous embrouiller avec de la technique maintenant, mais cette technologie nous permet justement de proposer aux clients un parcours qui est totalement sans couture et de réconcilier les données de ce que vous allez faire en boutique versus ce que vous allez faire sur le site pour véritablement personnaliser l'offre qu'on va vous proposer sur le site, mais également personnaliser cette offre quand vous allez venir en boutique, de façon à ce que les conseillers de la boutique puissent vous apporter le meilleur service possible et répondre à vos attentes. Aussi bien par rapport à ce que vous avez pu voir que aussi par rapport aux problèmes éventuellement que vous avez pu avoir si vous étiez déjà client. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est très important, c'est de réconcilier l'ensemble du parcours et de ne plus scinder, de ne plus avoir une barrière en fait entre le monde physique et le monde Internet, puisqu'en fait, en tant que client, vous êtes un client unique. Quand vous êtes client d'une marque de cosmétiques ou peu importe la marque sur Internet, vous êtes ce même client sur le monde réel et vous avez envie qu'on vous reconnaisse de la même manière. Donc c'est vraiment ça que nous avons réalisé au niveau de Miliboo et qui aujourd'hui, je dirais, est l'une de nos plus grandes réussites. Alors, il paraît que tu as un canapé connecté. C'est quoi un canapé connecté ? Alors un canapé connecté, c'est le canapé de demain. Aujourd'hui, tout évolue, hein, on est tous connectés, on a tous une tablette, un smartphone. Je suis sûre qu'on a presque toute une balance connectée, ou bientôt. Tous les objets se connectent et dans cet esprit-là, le mobilier, lui aussi, évolue.
Et lui aussi, il faut réfléchir à comment il va s'intégrer dans notre habitat demain, parce que la maison évolue très très vite. On voit apparaître énormément de domotique dans les habitats. Les prochaines normes qui vont sortir au niveau de l'habitat vont imposer de la domotique. Donc même si actuellement on n'a pas encore un pourcentage très très important d'habitats connectés, en tout cas on l'a plus sur des clientèles CSP+, que sur le commun des clients. Demain, tous, on aura une maison avec de la domotique, et il va falloir aussi que nos meubles s'intègrent avec cette domotique. Donc le canapé connecté, c'est les prémices de ce qu'on aura demain dans notre maison comme produit et comme mobilier. Et le canapé, il va interagir avec vous. Enfin, il va vous permettre différentes choses. Donc, en l'occurrence, le canapé que nous avons développé, le prototype qui est présent à la boutique, vous permet de commander votre télévision, vous permet de recharger votre tablette ou votre smartphone simplement en posant votre tablette ou votre smartphone sur la coudoir du canapé. Il va vous permettre également, donc il est connecté à une application mobile ou tablette, qui va également après avoir une action sur l'ergonomie. Donc, est-ce que vous êtes bien ou mal installé sur votre canapé? Donc là, on réfléchit ergonomie. Après, on peut réfléchir aussi à la santé, parce que est-ce que la personne, elle est effectivement, si c'est une personne dépendante, est-ce qu'elle est bien ou mal assise? Et surtout, est-ce qu'elle est bien toujours présente, par exemple, sur son siège? Elle n'est pas tombée de son siège? Enfin, après, on peut imaginer des tas de choses. Mais surtout, pour le côté ludique, parce que nous on aime bien les choses ludiques chez Milibou. La particularité du canapé, c'est l'application va pouvoir s'interconnecter avec votre smartphone et avec votre application sportive et vous indiquer combien de temps vous avez passé sur votre canapé par rapport au temps que vous avez pu passer à être un peu plus actif, ou inversement, si vous avez été trop actif, le canapé va vous inviter à venir vous reposer. Et il va également pouvoir, alors au-delà des fonctionnalités comme écouter de la musique en Bluetooth ou recharger le smartphone, il va également vous permettre de mettre un système d'alarme et publier sur les réseaux sociaux, par exemple, si quelqu'un s'assoit à votre place pendant votre absence, d'être prévenu. Donc Sheldon adorait cette fonctionnalité, entre autres. Mais au-delà du côté, on va dire, un petit peu fun de l'histoire, c'est vrai que pour nous, l'important, c'est de réfléchir à des aspects santé et interconnexion du meuble avec sa maison. Donc je parlais de domotique, c'est par exemple la possibilité, lorsque vous asseyez sur votre canapé, de fermer vos volets ou d'éteindre votre lumière. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qui sont développées. Merci. Jessica, c'est quoi les réussites en e-marketing? Moi, je me rappelle de votre fondateur historique, Marc Simoncini, qui expliquait il y a une dizaine d'années qu'il allait sur l'écran de contrôle des serveurs informatiques et puis au dernier moment, il baissait de 1 euro le coût de l'abonnement, et puis il voyait comment ça réagissait, puis après il augmentait de 1 euro, il voyait comment ça réagissait, et puis il pouvait comme ça en temps réel, avec quelques secondes de test, voir si le coût de l'abonnement influait sur le nombre d'abonnés. Donc une grosse culture du test and learn chez Mythic pour avoir les prouesses e-marketing. Aujourd'hui, quels sont encore les récents tests et les récents leviers qui font votre réussite? Alors, clairement, une grosse culture du test and learn. Comme tu dis, Hervé, chez Mythic, on a internalisé en fait toute la partie digitale en fait, est gérée en interne. C'est-à-dire qu'on fait notre achat d'espace, surtout le digital, directement par des équipes qui sont donc des experts et qui ont cette culture-là. Du test and learn, qui viennent parfois d'agences, de plateformes d'affiliation, etc. et qui donc ont une culture très très forte, une culture assez technique en l'occurrence, et une culture très pointue du retour sur investissement. Donc ça, c'est une des grosses forces de Mythic, c'est qu'on a toujours travaillé en étant un pure player focusé à la fois sur ce retour sur investissement très fort, donc sur la mesure
de l'ensemble de notre chaîne jusqu'à la conversion totale, enfin vraiment ligne à ligne, et ça c'est très très fort. Mais l'autre aspect, c'est qu'on est aussi, forcément, on est une marque un peu particulière dans l'écosystème français. Aujourd'hui, Mythique, ça a 98% de notoriété en France, alors qu'on n'a que 13 ans d'existence. Autant dire, tous les Français connaissent Mythique. C'est une marque qui est une marque emblématique au même titre que l'est peut-être aujourd'hui, où tu es en train de le devenir Airbnb, je pense. Enfin, je ne sais pas quelle est la notoriété d'Airbnb, mais elle est, je pense, assez forte aussi. Peut-être pas encore. Elle est plus à Paris qu'en France, elle est à 22%, donc il y a encore du travail. Voilà, il y a encore un peu de travail, mais en tout cas, c'est une marque qui, pour Mythique, s'est vraiment installée très fortement dans le cœur des Français en très peu de temps. Et ça, parce qu'on a toujours tenu à travailler la marque. On est dans les pure players, un des rares acteurs à toujours avoir fait de la télé, par exemple. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très fort dans notre culture, c'est d'avoir toujours su gérer, je dis souvent l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, mais c'est un peu ça, le côté très analytique du métier et le côté très émotionnel d'une marque qui est la seule manière de durer aujourd'hui dans l'écosystème digital où il y a tellement de concurrence. Maintenant, notre force depuis maintenant 3 ans, c'est qu'on a complètement renouvelé notre proposition d'offre. On a énormément aussi travaillé sur l'offre et sur la marque, toujours. Et on est aujourd'hui non pas un site de rencontres en ligne, mais maintenant on se définit comme un service complet de rencontres. Et pourquoi je dis un service et non pas un site ? Parce qu'on est toujours présent sur le site internet. Vous pouvez toujours utiliser Mythique sur votre canapé connecté le soir. Mais vous pouvez aussi utiliser Mythique en toute mobilité avec des services sur le mobile qui sont des services très performants. Et je vais y revenir. Mais enfin également dans la vraie vie, puisqu'aujourd'hui on est un acteur multicanal, on est le plus gros organisateur d'événements en Europe. On est devenu en 3 ans le plus gros organisateur d'événements en Europe. J'aime bien le dire parce que c'est quand même assez étonnant. On est présent aujourd'hui sur la France, on fait à peu près 75 événements par mois. Sur toute l'Europe, on en fait environ 150 à 200 et on est présent sur 100 villes, 10 pays. Enfin voilà, donc on est vraiment un acteur extrêmement important de l'événementiel. L'événementiel, c'est des dîners, des ateliers autour de quelque chose qui vous plaît, d'une activité ludique qui vous plaît, l'œnologie, la photographie, la cuisine, enfin voilà, énormément de types d'ateliers et donc des happy hours type on va prendre un verre dans un bar. Donc ça, c'est vraiment tout ce qu'on organise et qui a créé une vraie transformation puisque on est finalement le seul acteur à avoir cette vision totalement multicanale, un acteur européen. On peut investir, donc je vous parlais du mobile, mais c'est aussi renforcé par le fait qu'on fait partie d'un groupe. Aujourd'hui, on a été racheté en 2011 par un groupe américain qui s'appelle Match, qui lui-même fait partie d'un fonds qui s'appelle IAC, qui possède d'ailleurs un certain nombre d'autres marques de dating que vous connaissez peut-être, du type Tinder par exemple. Et donc en tant qu'acteur complet, on peut investir en recherche et développement, notamment sur le mobile. Donc ça aussi c'est très fort, c'est-à-dire que on regarde les effets de mode de certaines applications, etc. Mais nous on regarde déjà après les nouveaux usages. On est présent aussi sur les smartwatches. On sera présent sur l'Apple Watch en avril. Voilà. Donc c'est vraiment, on est toujours focusé sur l'innovation, sur la multicanalité et avec une marque très forte. Voilà, je crois que c'est ça les spécificités de Mythique aujourd'hui. Merci Jessica. Stéphanie, alors tu avais un premier modèle, tu as fait un pivot gagnant aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous témoigner la genèse de ce pivot et les réussites aujourd'hui de ce pivot ? Oui, alors nous, on existait, comme je vous le disais tout à l'heure, on existe depuis un peu plus de 8 ans. Donc, j'avais créé Restopolitan quand j'avais 22 ans et au départ, on était un logiciel de gestion de réservation pour les restaurateurs. Et donc, on a travaillé sur ce modèle économique pendant 5 ans et malheureusement, ça ne marchait pas comme on voulait. On réalisait à l'époque 150 000 € de chiffre d'affaires, on était à peu près à 1,7 million de pertes cumulées et on était à 2 mois de déposer le bilan. Et donc on s'est dit que c'était un petit peu dommage, on avait une équipe à l'époque, on était entre 8 et 10 et on s'est dit on a 48 heures pour repartir à zéro, trouver un nouveau produit, 6 semaines pour le lancer et 3 mois pour être rentable. Et l'URSSAF attendra un tout petit peu pour payer nos cotisations, mais en tout cas on va se donner la chance de repartir à zéro.
Donc c'était vraiment une notion comme un phénix finalement qui renaît de ses cendres. Et le pari a été gagnant. À ce moment-là, on était conscient qu'il y avait une vraie appétence de la part des consommateurs sur toute la thématique bon plan resto, entre guillemets, avec des sujets comme la fourchette, comme Groupon, comme les coffrets cadeaux, les émissions type Masterchef, Top Chef et ainsi de suite. On est parti du postulat et on a analysé en fait les problématiques. Premièrement, du côté du restaurateur, où être associé uniquement à un pourcentage de réduction, c'était compliqué en termes d'image. Et ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, on est parti de l'expérience client qui n'était pas toujours optimale. C'est pas valable tous les jours, le coffret qui se périme, etc., etc. Et donc c'est là en fait qu'on a eu l'idée de créer notre carte de membre, qui était une carte avec un service payant, avec un abonnement à 9,90 € par mois. En 6 semaines, on a réussi à lancer le site, à lancer le produit, à créer un packaging, ce qu'on n'avait jamais fait. Et en 2 ans et demi, on a réalisé pratiquement 8 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un résultat net positif. Donc on a réussi à éponger toute notre dette. Donc je pense que chez nous, en tout cas, c'était ça la plus grande réussite. Et le deuxième step, le rachat d'une société en Espagne pour ouvrir l'international. Merci. Alors, Anne-Sophie, donne-nous des clés. Airbnb, c'est une grande réussite. Je crois que Paris est la 2e ville dans le monde derrière New York et devant San Francisco, sachant que... Paris est la première ville dans le monde. Première ville dans le monde. Donc, Airbnb, c'est plus d'1 million de logements maintenant dans le monde, dont 100 000 en France. Paris, c'est la première ville, en effet, en termes de business. Et en termes de business, la France, et en termes de pays, c'est la France qui est le deuxième pays en termes de business. En termes de personnes qui viennent en France, donc on parle de destination, mais aussi en termes de Français qui voyagent en France et à l'étranger. Donc là, on parle d'origine. Donc on parlait marketing. Moi, c'est vrai quelque chose que je voudrais rappeler, c'est que le marketing, ça passe vraiment par le produit. Je pense qu'on a tous travaillé dans des boîtes. En tant que marketeur, on nous a dit, fais un miracle. Je suis désolée, si le produit il est nul, on va pas y arriver. Faut vraiment mettre, c'est vraiment le produit, mettre toutes ses forces dans le produit. Moi, je rejoins beaucoup Jessica. Dans les boîtes, dans le web, on fait beaucoup de test and learn, d'A/B testing. Nous, c'est tous les jours. Tous les jours, on change notre produit, notre app, tout. Et on fait constamment des hypothèses. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le fameux A/B testing pour aller voir nos funnels de conversion. Comment ça convertit et comment on peut faire en sorte de faire un maximum de nuitées ou d'aller acquérir un maximum d'utilisateurs. Et puis aussi de nourrir notre communauté. Et un exemple que je voulais donner en termes de marketing, donc chez Airbnb, on a une vraie mission, c'est de faire en sorte que chacun, finalement, que vous vous sentiez un peu chez vous, n'importe où dans le monde. Donc ça se reflète avec notre tagline qui est Belong Anywhere. Et en juin dernier, on se posait beaucoup la question, on se disait comment on peut nourrir ça, comment on peut nourrir cette marque et en même temps créer le buzz et faire en sorte que les gens parlent beaucoup d'Airbnb. Et on a créé une saga qu'on a appelée Night At, une nuit à, où en fait tous les mois ou tous les 2 mois, on met un logement en fait d'exception sur le site. Donc on a d'abord commencé avec le château de Chenonceau, donc on a mis le château de Chenonceau sur le site. Ensuite, on a fait un partenariat aussi avec les Galeries Lafayette. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, mais on pouvait dormir dans les Galeries Lafayette la veille des soldes, avoir accès à toutes les fringues. Donc voilà, ça a créé pas mal de buzz et on a aussi on a réaménagé un avion KLM, on a aussi réaménagé un téléphérique à Courchevel où des personnes pouvaient dormir à 2700 mètres d'altitude. Donc là, l'idée à chaque fois, c'était de créer un lieu, une expérience et de créer énormément de buzz. Donc on a généré plus de 2000 articles dans le monde parce qu'en fait, à chaque fois, c'était une histoire locale mais qu'on amplifiait dans les 15 bureaux du monde entier, donc les 15 pays. Les 15 bureaux, on est présent dans 192 pays, mais on a 15 bureaux. Donc les 15 bureaux, à chaque fois, donc je les alignais tous, et à 1 heure précise, pouf, on envoyait le communiqué de presse, les réseaux sociaux. Donc en gros, ça ne coûtait pas grand-chose, et ça partait. Et c'est comme ça qu'on a créé le buzz partout dans le monde, en Asie, en Russie, aux États-Unis, par rapport à tous ces différents logements et expériences qu'on a mis sur le site. Donc c'est une belle expérience, c'est une belle réussite marketing en termes de RP, mais aussi en termes d'acquisition, parce que forcément ça éveille beaucoup de curiosité, donc ça éveille énormément de monde qui va sur le site et qui va ensuite
s'inscrire, parce qu'il y avait aussi une notion de mécanique de jeu concours. Donc voilà, pour pouvoir dormir dans ces nuits, il fallait bien sûr s'inscrire sur notre site. Voilà. Merci. Alors j'ai une question dans la salle. Provocatrice la question. Alors on y va. Alors une question d'une femme. Est-ce que dans votre carrière, vous avez été un jour managé par un homme qui n'aimait pas votre capacité à vous mettre en valeur et à être performante? En d'autres mots, un manager macho. Si oui, comment l'avez-vous géré? Merci SMS 1413 d'avoir... Alors, qui peut répondre à cette question? Alors, moi j'ai eu probablement beaucoup de chance parce que j'ai jamais vraiment eu de manager macho dans le sens ou misogyne ou vraiment une expérience comme ça. Non, j'en ai pas eu. En revanche, j'ai eu un manager qui, dans une boîte très française, qui avait tendance à faire beaucoup de blagues avec l'ensemble de ses petits camarades des blagues un peu sexistes, un peu voilà. Il n'était pas, par ailleurs, il n'était pas spécialement contre la réussite des femmes, je pense, mais voilà, il s'en rendait pas bien compte. Et je pense je pense qu'il n'y a que l'expérience qui permet de réagir petit à petit, de répondre à une blague par confiance, soit par une blague qui désamorce, soit par mais oui, la confiance en soi et surtout, justement, encore une fois, ne pas essayer de faire semblant d'être un homme ou, à contrario, de trop jouer de ses attraits féminins. Voilà, vraiment être naturel, je dirais, pour essayer de montrer ses qualités professionnelles avant tout. Et voilà, je crois que ça fonctionne. En tout cas, j'ai eu la chance que ça fonctionne pour moi. Stéphanie, tu voulais aussi répondre? Alors, pour ma part, j'ai jamais eu de manager, donc j'ai pas connu ça. En revanche, j'ai eu des équipes et en l'occurrence, je me rends compte avec la petite expérience que je peux avoir, ça a été assez compliqué avec certains collaborateurs. Je pense particulièrement à un directeur commercial. C'était assez compliqué pour un homme d'être finalement drivé par une femme. D'avoir des directives aussi souples puissent-elles être données avec le plus d'empathie possible et avec des formes pour les donner. Malheureusement, on se rend compte que certaines fois, pour certains hommes, c'est plus compliqué d'être géré par une femme. Donc c'est une problématique ça que j'ai pu connaître en interne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pendant les recrutements, c'est un point, voire une bombe qu'on désamorce dès le début. Et cette problématique, on l'a revue, alors a fortiori quand après on est sur l'international et donc multiculturel, en Espagne, où je dirais pas que la culture macho est assez prédominante, mais pas loin. Et notre country manager, celui qui dirigeait l'entreprise locale, qui donc finalement est devenu une filiale chez nous, on a vraiment le sentiment que ça a été assez dur à vivre pour lui. D'avoir maintenant une femme qui chapeaute, voilà. Donc c'est plus dans ce sens-là. Aline, une expérience avant de créer ta société Alors non, malheureusement, moi je suis tout à fait comme Stéphanie, vu que j'ai créé mon entreprise à la sortie de mes études, je n'ai pas eu l'occasion d'être managée par des hommes, hormis les petits boulots d'été, mais on va dire que ça compte pas. Donc non, par contre, je rejoins effectivement Stéphanie sur la difficulté que certains hommes peuvent avoir à être managés par des femmes. Mais par contre, moi, je n'ai pas eu ce genre de difficulté dans mon entreprise parce qu'effectivement, je choisis mes collaborateurs. Et c'est vrai que tout l'aspect personnalité, c'est quelque chose dont je discute dès le départ en fait avec les collaborateurs, parce que pour moi c'est un point qui est important. Et au niveau de mon équipe, j'ai besoin d'une équipe qui soit soudée et qui soit dans l'esprit de l'entreprise. Et en général, pendant l'entretien, c'est vrai qu'on détecte, enfin moi en tout cas, c'est vrai qu'à force d'années d'expérience en recrutement, j'ai appris à détecter ce genre de comportement. Et sur Miliboo, on n'a pas eu à vivre de mauvaises expériences à ce niveau-là. C'est peut-être pour ça aussi finalement que j'ai 70% de femmes. Je me posais la question, mais ça se trouve la réponse est là.
Donc si je comprends à date, pour éviter les machos, il faut créer son entreprise, pour être sûr. Voilà. Alors Anne-Sophie, un témoignage sur le sujet. Toi, Donc, tes deux patrons sont des hommes. Hein. Oui. Donc mon patron France est un homme, mon patron européen est un homme. Moi, j'ai géré des hommes, donc j'ai des patrons hommes, j'ai eu des patrons femmes. C'est vrai qu'en Europe, j'ai jamais eu trop de soucis, mais pendant une grande période, je travaillais à l'étranger. J'ai travaillé notamment pour Samsung à Londres, donc je travaille beaucoup avec les Coréens. Je vais vous raconter une anecdote, et en fait, je voulais vous dire que j'aurais réagi différemment aujourd'hui. Et on lançait un très très gros produit. Donc Samsung, on avait énormément d'argent. On avait carrément loué le Louvre en fait pour l'occasion. Donc on invite nos plus gros clients, les gros acheteurs, des opérateurs, et on les invite à dîner carrément sous le Louvre avec la visite en mode Da Vinci Code. Et là, je me retrouve à une table avec une personne à ma gauche qui est de chez Orange, qui à l'époque représentait 30% de mon chiffre d'affaires en Angleterre, et un très grand boss coréen qui arrive à ma table, qui dit bonjour à tous les hommes. Ma cliente se lève pour le saluer et il s'en va. Il ne la salue même pas. Et en fait, je crois que j'ai tellement été choquée que je me suis excusée auprès de ma cliente et voilà, j'étais vraiment désolée. Mais si ça arrivait aujourd'hui, clairement, j'aurais réagi différent et je pense j'aurais réagi différemment. Et même si c'est un patron, et j'aurais rattrapé en vol en lui disant s'il te plaît, c'est ma cliente, tu vas t'excuser et tu vas lui dire bonjour, merci beaucoup. Voilà. Merci. Alors, il nous reste 5 minutes. J'ai une question dans la salle encore très intéressante, qui sera en fait la question de conclusion, et chacune vous pourrez apporter votre conclusion à partir de cette question. Quel est le meilleur conseil que vous pourriez nous donner de femme à femme pour avoir confiance en nous et nous affirmer dans une société où la parité est encore trop peu respectée et le sexisme encore trop présent? Alors, Stéphanie. pour répondre à la question, c'est justement de ne pas en faire une question. Je pense que c'est ça la clé, c'est de s'affranchir de toutes les barrières, de s'affranchir de tous les préjugés, et de jamais je me suis dit je vais réussir mieux ou moins bien parce que je suis une femme. Jamais je me suis posé la question. Je dis toujours, j'ai toujours une expression qui finalement est assez vraie, aux innocents les mains pleines. Et je pense que c'est valable aussi bien quand on est une femme que quand on est un homme. Donc je pense que le meilleur conseil, c'est de ne pas se poser de questions en se disant ah, mais je suis une femme, ça va être plus difficile, faut que j'ai plus de choses à prouver, etc. Rien du tout. On y va vaillante comme un homme le ferait, et en fait c'est pas une question. Je pense qu'à chaque fois, c'est une question de confiance en soi. Je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous ont lu le bouquin de Sheryl Sandberg, mais en fait, il y a une petite anecdote, donc le Lean-In. Il y a une anecdote qui est assez que je trouve intéressante, où en fait, on raconte que quand un homme va voir une offre d'emploi, apparemment, si 70%... si que 30% des critères correspondent à son expérience, il va envoyer son CV, alors qu'une femme va s'assurer que 70% des compétences qui lui sont demandées, va s'assurer qu'elle les a pour envoyer son CV. Donc je pense que parfois c'est juste une question de confiance. Donc encore une fois, il ne faut pas en faire homme, femme. Voilà, voilà, on est tous des individus comme les autres. Jessica? Alors, moi, je dirais deux choses. En complément de ce qui a été dit et qui est complètement vrai, en tout cas auquel j'adhère totalement, je pense qu'il faut essayer, on en a parlé tout à l'heure, essayer à minima de stopper cet élément de culpabilité qu'on peut avoir parfois. Et je pense que ça, c'est super important. Donc, tu en parlais en parlant des annonces, etc. Pas de culpabilité, il faut y aller. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, parce qu'on parle de confiance en soi, mais la confiance en soi, malheureusement, ça ne se décrète pas. Alors peut-être un truc, une astuce, je ne sais pas, mais il faut probablement essayer de trouver son mode de leadership. C'est-à-dire que, et quand je parle de leadership, je ne parle pas forcément d'être manager ou quoi que ce soit. Tout le monde a du leadership et tout le monde a son propre style. Donc je pense que comprendre quel est son style de leadership pour pouvoir être plus performant, je crois que ça c'est une vraie manière de gérer. Et on peut être une femme timide et être extrêmement performante parce que cette timidité, on sait l'utiliser à bon escient et justement l'utiliser dans la réflexion. On peut être une femme extrêmement extravertie et du coup l'utiliser différemment en prise de parole, ou etc. En tout cas,
Il n'y a pas de mauvais défaut, et je le dis de manière consciente, exactement ça. Il n'y a pas de mauvais défaut. Au contraire, il faut en faire des forces, et pour ça, je pense qu'il faut continuer à se poser les bonnes questions. Ça, c'est généralement une force des femmes, donc au moins utiliser cette force-là de se poser des questions pour trouver son style et son mode de leadership. Aline, le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, c'est que je me suis complètement plantée en début. Les filles ont super assuré. Moi, je ne suis pas du tout à l'aise comme elles. Donc, voilà, je les félicite. Et comme, enfin, j'ai pas forcément 100% confiance en moi tout le temps. Je pense qu'on n'a jamais 100% confiance en soi tout le temps. Mais moi, j'ai un adage qui dit qui ne tente rien n'a rien. Et il ne faut pas avoir peur, finalement, du regard des autres. Ben, je me suis plantée, voilà, c'est fait. et puis quoi alors? Qu'est-ce que ça fait? C'est pas grave. Ça fait pas de moi quelqu'un de mieux ou de moins bien. Et du coup, ça c'est quelque chose qui est important de garder en tête. J'aurais été incapable de vous le dire il y a quelques années, ça. Je serais allée me terrer dans un trou de souris. Mais au final, qu'est-ce que ça change? Ce qui compte, c'est d'essayer, c'est de participer. Et ma foi, voilà, on y arrive parfois bien, parfois moins bien, mais qu'est-ce que ça fait? Donc moi, vraiment, mon adage, c'est qui ne tente rien n'a rien. Si vous devez demander une augmentation à votre boss puis qu'il vous dit non, est-ce que c'est vraiment grave? Bon, c'est un exemple bête, mais ça, c'est aussi ce qui aide à forger la confiance en soi, c'est de se dire, mince, après tout, essayons. Et Stéphanie, c'est un super exemple parce que effectivement, c'est ça l'entrepreneuriat, c'est de se dire, bon, mince, je me suis plantée, je ne vais pas rester sur cet échec, je vais y aller. Et puis, ma foi, de toute façon, qu'est-ce que je risque de plus que ce que j'ai pu vivre comme échec jusque-là? Allons-y. Dans le pire des cas, je ne pourrais pas tomber plus bas. Donc, allons-y et puis relevons les défis. Et c'est quand on se dit que justement, quand on se donne des défis et qu'on veut relever ces défis, qu'on y arrive, parce qu'au final, on se donne cette force et cette confiance. Et il faut toujours garder ça en tête, voilà. Il faut toujours tenter. De toute façon, même si la réponse est négative, qu'est-ce que ça change? C'est la question qu'il faut se poser. Eh bien, merci. On peut les applaudir. Elles ont réussi dans la rencontre, dans la déco, dans la gastronomie et dans le tourisme. Bravo à elles et j'espère que ça peut donner quelques vocations dans la salle. À bientôt.